On va faire une petite présentation de notre organisation. Donc, on l'a créée fin 2012 suite aux précédentes vagues de répression qu'ont connues les Rohingyas. Et donc aujourd'hui, on est réunis pour justement montrer notre solidarité et expliquer justement à la population parisienne et d'Île-de-France qu'actuellement, ça fait 3 mois qu'ils subissent une nouvelle vague de répression. Vous avez plus de 450 morts, vous avez des femmes, plus de 300 femmes violées, des maisons brûlées. On va détailler tout ça au cours de cette présentation. Donc actuellement, vous avez minimum à peu près 70 000 Rohingyas qui ont fui au Bangladesh. Donc ça fait 3 mois qu'ils subissent cette vague de répression. Tout a commencé en fait à partir d'échauffourées entre une attaque de certaines personnes contre des militaires et des policiers dans le nord de l'état d'Arakan. Et donc depuis 3 mois, cet état est fermé aux humanitaires. Donc vous avez plus de 130 000 personnes qui n'ont plus de quoi survivre. Voilà, je vais vous expliquer plus en détail. Alors la conférence se déroulera en trois plans. Donc une petite présentation rapide de la situation historique et politique. Qui sont les Rohingyas, pourquoi souffrent-ils, quelle est la problématique. Ensuite, je vous laisserai la parole. Donc n'hésitez pas à poser des questions pour comprendre ce qui se passe là-bas et donner même votre sentiment sur ce qui se passe. Nous aurons l'intervention d'un Rohingya qui vit en France depuis quelques années, qui est dans le public actuellement, et puis peut-être d'autres interventions, notamment Amnesty, et voilà. Et quelques témoignages, bien évidemment, de nos équipes qui se sont rendues sur place. Tout à l'heure, je vous ai mis une petite vidéo de notre dernière mission qui s'est déroulée donc, décembre 2016. Et nous tenons bien sûr à remercier l'espace Meimana qui nous offre aujourd'hui l'occasion de sensibiliser. C'est très rare qu'on puisse avoir accès à des salles comme celle-là, et on vous remercie grandement. Alors le collectif Alto Massacre en Birmanie, avec les initiales, donc ça donne AMEB. On a créé cette association fin 2012 suite aux précédentes vagues de répression qui ont eu lieu donc, en mai-juin 2012. Vous avez depuis 2012 à peu près 200 000 Rohingyas qui ont fui cet état, l'état d'Arakan dans lequel ils vivent. Alors notre association est composée de bénévoles. Nous avons un pôle à Paris, un pôle à Lille, un pôle à Lyon, une antenne donc, en Belgique, en Suisse et en Malaisie. Nous avons principalement 3 pôles de travail, un pôle de travail de sensibilisation de terrain comme aujourd'hui à travers des conférences, des manifestations, des rassemblements. Notre dernier rassemblement c'était le 18 décembre, il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Des rassemblements comme je disais, voilà, tous les moyens de sensibilisation de terrain possibles qui nous sont offerts, donc à travers la France, à travers les pays francophones, en Suisse, en Belgique notamment. Un deuxième pôle communication et médias, donc on essaye de faire le travail que la plupart des grands médias ne font pas, c'est-à-dire de communiquer en permanence sur ce qui se passe sur le terrain. Donc apporter les informations directement de Birmanie, traduire les informations et vous les transmettre principalement via les réseaux sociaux, à travers des traductions d'articles et de vidéos. Et un troisième pôle très important, humanitaire. Donc on essaye d'acheminer des denrées sur place directement. Alors notre première mission c'était en 2013, donc on est allé au Bangladesh pour notre première mission d'observation, et puis par la suite on s'est rendu à de multiples reprises en Birmanie, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie. Donc dans tous les pays à peu près où il y a une véritable crise humanitaire concernant cette population Rohingya. Alors on va commencer tout de suite la présentation. La Birmanie c'est un état situé en Asie qui fait à peu près la taille de la France, qui est situé à peu près à 6000 km d'ici. Il y a à peu près le même nombre d'habitants qu'en France, un petit peu moins. Vous avez 135 ethnies dans tout le pays et une centaine d'ethnies qui ne sont pas reconnues par l'État. Alors l'ethnie majoritaire c'est l'ethnie Bamar qui est bouddhiste, que vous voyez au centre de cette carte. Et tout autour,
Sur toutes les frontières, vous avez tout un tas de minorités. Vous avez des minorités musulmanes, comme la minorité rohingya, vous avez des minorités chrétiennes, comme les Kachin qui sont au nord. Vous avez plusieurs minorités tout autour, et la plupart de ces minorités sont principalement en conflit avec le pouvoir central. La minorité qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est les Rohingyas. Les Rohingyas se trouvent dans l'état d'Arakan, l'état situé à l'ouest de cette carte, que vous voyez encadré avec un croissant. Ils sont à peu près 800 000 dans le pays, voire de moins en moins, je dirais 750 000 actuellement. Et vous en avez plus de 1,2 million à l'extérieur du pays. Vous en avez beaucoup qui fuient au Bangladesh, vous en avez actuellement 300 000 qui vivent sur place. Alors, sur un plan historique, je vais vous donner 3 dates à retenir aujourd'hui. 1948, la création de l'État de Birmanie. Donc de 48 à 62, les minorités vivaient plutôt correctement. Les Rohingyas avaient notamment une émission radio nationale, ils étaient reconnus par l'État. Bref, c'était une situation plutôt correcte pour les minorités. À partir de 1962, le général Ne Win renverse le gouvernement, fait un coup d'État, et donc le pays passe du côté communiste et URSS. Il va mettre en place une politique anti-minorité. Tout ce qui n'est pas de l'ethnie majoritaire et bouddhiste est discriminé. Et donc, vous allez avoir plusieurs vagues de répression. Tout ce qui n'est pas bouddhiste, et Bamar est donc considéré comme étranger dans ce pays. Et ils vont faire des vagues de répression, notamment dans les fin des années 70 et début des années 90. Vous avez eu 2 vagues de 200 000 Rohingyas qui ont fui au Bangladesh. Arrive la date la plus importante à retenir aujourd'hui, 1982. 1982, c'est le point d'orgue de cette situation, ça représente un peu tout ce qui va porter préjudice à cette minorité. Ils vont être déchus de leur citoyenneté, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne peuvent pas prouver que leur famille habitait avant 1823 en Birmanie sont considérés comme des immigrés illégaux venus du Bangladesh. Je vais vous le prouver, c'est quelque chose qui est totalement faux. Donc depuis 1982, ils n'ont plus de papier d'identité, ils ne sont pas reconnus en tant que minorité faisant partie de ce pays, ils sont considérés comme des immigrés illégaux. Là, c'est une carte donc, du général Ne Win. Je vous expliquais précédemment, à partir de 1962, il a mis en place une politique anti-minorité. Alors, vous avez plusieurs preuves comme quoi les Rohingyas sont... ici, vous avez des pièces de monnaie avec la Shahada musulmane. Donc vous avez des preuves comme quoi vous avez des mosquées datant du XVe siècle. Vous avez des rois de l'état d'Arakan qui portaient aussi des noms musulmans et des noms bouddhistes à la fois. Donc vous avez des preuves que les populations musulmanes existaient dans ce pays depuis des décennies, des siècles. Alors globalement, les Rohingyas, c'est une population donc, un peu plus mate de peau. Et c'est un mélange entre des autochtones, des gens du sous-continent indien et quelques commerçants arabes qui sont venus avec l'expansion de la civilisation musulmane. Vous avez aussi un mélange avec les Perses, les Turcs, etc. Donc c'est une population qui à la base est autochtone sur cette terre, mais qui aujourd'hui n'est pas reconnue par le gouvernement. Ici vous avez 3 personnages importants à retenir. Thein, l'ex-président birman. Qu'est-ce que je peux dire? Il a perpétué donc, les discriminations envers les Rohingyas. En 2012, il y a eu une vague de répression, c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé le collectif. Donc c'est vraiment celui qui a mis en place, qui a été le premier acteur de cette politique anti-minorité, principalement anti-Rohingya. À droite, vous avez Aung San Suu Kyi, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères et on peut le dire qui est plus ou moins chef du gouvernement. Donc sur la situation, elle est très muette. Elle a été élue donc, fin 2015. Et donc depuis 1 an, elle est à la tête du gouvernement. Aung San Suu Kyi n'emploie pas le terme Rohingya. Aung San Suu Kyi, c'est une femme politique, donc elle est tributaire un peu des pressions qui sont faites par diverses organisations, des organisations d'extrémistes bouddhistes, des organisations politiques, des organisations qui, dans l'état d'Arakan, ont un parti qui est arrivé en 3e position et qui est totalement anti-Rohingya, et notamment le groupe donc, Mabata. Donc ici, au milieu, vous avez le représentant Ashin Viratu. Ashin Viratu,
qui est une véritable star en Birmanie, une véritable icône pour les populations désœuvrées qui se reconnaissent en lui et qui l'écoutent. Il fait pression sur les commerces musulmans, il fait pression sur les politiques pour que les femmes bouddhistes ne se marient pas avec des musulmans, parce qu'en fait, dans sa tête, il a une véritable crainte comme quoi les musulmans veulent envahir le pays. Alors, pour ce fait, je vais vous passer une petite vidéo de Viratu. Vous allez comprendre plus en détail le personnage. Que se passe-t-il si on se marie avec des musulmans? Notre religion va disparaître. Notre religion va-t-elle vraiment disparaître? Oui, elle va disparaître. Donc vous allez vous marier avec un alcoolique ou un musulman? Avec un alcoolique. Vous allez vous marier avec un drogué ou un musulman? Avec un drogué. Avec un clochard ou un musulman? Avec un clochard. Un chien galeux ou un musulman? Avec un chien galeux. Vous choisissez quoi? On choisit le chien. Oui, choisis le chien. Si tu te maries avec un chien, notre religion va-t-elle disparaître? Non, notre religion ne va pas disparaître. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème avec les musulmans, là, qui ne sont que 4% de Birmanie? Parmi tous les problèmes qu'il y a en Birmanie, c'est le plus important. Je dirais même que c'est le problème numéro 1. Car vous savez, les musulmans veulent éliminer les autres peuples et les autres religions qui existent sur cette terre. La principale menace qui pèse sur nous, c'est que tous les musulmans se marient avec de nombreuses femmes et font beaucoup d'enfants. Tout simplement car ils veulent devenir la majorité en Birmanie. S'ils sont trop nombreux, ils deviendront comme l'État islamique. C'est pour cela que je dois protéger ce pays. Du côté du gouvernement, ils ont pris la bonne décision. Et ils n'utilisent plus le mot Rohingya. Ils disent que ce sont des immigrants illégaux. Ils les ont mis dans des camps et ils seraient même prêts à les renvoyer dans un autre pays. Le gouvernement fait du bon travail et le peuple soutient le gouvernement. Cette loi a pour but d'empêcher les mariages entre bouddhistes et musulmans. Nous voulons aussi interdire les conversions religieuses que les musulmans veulent nous imposer. Les partis politiques ne font pas de discrimination, mais on ne peut pas faire confiance aux musulmans. Ils ne font pas de politique pour participer au bien général, ils veulent en faire pour prendre le contrôle du pays sournoisement. Les musulmans veulent créer un pays islamique en Birmanie. Cela fait 100 ans qu'ils ont ce projet. Si les gens me traitent d'extrémiste, je m'en fiche. Je dois protéger mon peuple. Nous devons tous protéger notre peuple. Un petit souci technique. Il mange les membres d'eux. Préoccupe énormément. Il y a dans notre pays deux problèmes prioritaires qui nous préoccupent énormément. Le premier, c'est la transition démocratique. Le second, c'est la propagation de l'islam. Vous savez, je vais vous dire, les hindouistes sont courtois, les chrétiens sont très respectueux, mais les musulmans, eux, sont pleins de haine. Je pense que vous avez à peu près compris le personnage. Donc Ashin Viratu, dirigeant du groupe Mabata, qui fait pression. Et il prétend que les musulmans veulent conquérir ce pays alors qu'ils sont en tout 4%. Ils sont en tout 4%. Vous savez, à peu près 80-90% de bouddhistes. Les Rohingyas représentent à peu près 3%, et d'année en année, ils fuient le pays où ils sont massacrés, donc ça diminue. Et lui, il prétend que ces gens-là sont des envahisseurs, des terroristes, des personnes qui veulent convertir de force les femmes bouddhistes, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est totalement l'inverse. Oui, je vais détailler après. Alors actuellement, vous avez donc les Rohingyas depuis 2012 sont parqués dans des camps. Pour beaucoup sont parqués dans des camps, des espèces de camps de concentration à ciel ouvert. Ils n'ont pas le droit de sortir de ces camps. Pour travailler, c'est très, très compliqué. Pour se nourrir, ils dépendent beaucoup des actions humanitaires.
Et on peut dire qu'aujourd'hui, on assiste à un véritable nettoyage ethnique. Vous avez une restriction des droits les plus fondamentaux, notamment pour se marier, c'est très compliqué. Ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 2 enfants depuis 2005. Pour se soigner, c'est pratiquement impossible. Vous avez à peu près 2% des femmes Rohingyas qui accouchent dans les hôpitaux parce qu'elles ont peur de se faire avorter ou euthanasier. Pour travailler, comme je le disais, c'est pratiquement impossible, donc ils essayent de se débrouiller. Nordine et Djibril vous détailleront plus en détail la situation sur place. Ils ne peuvent pas sortir des camps, ni sortir de l'état d'Arakan. Ils n'ont pas accès aux études. Donc quand une population n'a pas accès aux études, elle ne peut pas s'émanciper et ne serait-ce que communiquer à l'étranger pour faire connaître leur situation. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment les sites d'un véritable nettoyage ethnique. Alors la situation, il y a 2 solutions. Survivre sur place, en essayant de se débrouiller comme ils peuvent, en essayant de se faire aider par des organisations humanitaires comme la nôtre, mais nous, on agit, on est une goutte d'eau dans l'océan. Vous avez de grandes organisations comme ACF et tout un tas d'autres organisations qui vont sur place, qui apportent des denrées alimentaires. On essaye de rénover des écoles, comme je vous le disais, ce qui est important, c'est l'éducation, qu'ils apprennent l'anglais, qu'ils apprennent les bases fondamentales pour justement s'émanciper, et que même quand ils fuient à l'étranger, ils puissent communiquer et changer pour acquérir ces droits politiques qui sont totalement dénués. Alors la situation, c'est soit survivre sur place, soit fuir à l'étranger. Vous avez 300 000 Rohingyas qui vivent au Bangladesh, dans le pays le plus pauvre du monde, dans des conditions pratiquement impossibles. Ils ne sont pas reconnus puisqu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Vous en avez 80 000 en Malaisie, vous en avez des milliers en Indonésie, en Thaïlande. En Thaïlande, ils sont pour beaucoup mis en esclavage sur des bateaux de pêche ou la traite des femmes et des enfants. Donc la situation actuelle est très compliquée. Je vais vous passer une dernière petite vidéo d'un Rohingya que nous avons filmé donc en mai 2016. Dans les camps. C'est Nordine qui lui pose des questions. إننا المسلمون في غاية الكلفة والمعيشة وإننا نرجو الله تعالى أن المسلمين الذين يعيشون في دولة بورما أن يدعوا لنا لإخلاص المسلمين من هذه الاستعدادات من حكومة البورما الغاشمة. هل عندكم معاناة في هذا البلد من طرف الحكومة؟ المعاناة من جانب الحكومة أن الحكومة قد أوقفت حركة المرور من مديرية إلى مديرية ومن قرية إلى قرية. لا نستطيع أن نذهب للمعالجة إلى المستشفى. وإننا نعيش وكثير من المسلمين يموتون بدون المعالجة والعملية ولا نجد أدوية ضرورية. هل يمكنكم الخروج من هذه المخيمات أو لا؟ لا يمكن لنا أن نخرج من المخيمات. أنتم محاصرين هنا؟ الحمد لله سبحان الله نحن محاصرون في المخيمات ولا نستطيع أن نخرج من المخيمات لأجل ذلك أن الله تعالى يرجو المسلمون أن يخلص المسلمين من هذه الاستعدادات وإننا والالتماس مني إلى جميع المسلمين الذين يعيشون في العالم الإسلامي أن يدعوا لنا لإخلاص المسلمين من هذه الاستعدادات. Voilà, donc il a résumé à peu près leur situation. Comme je disais au début de la conférence, ça fait plus de 3 mois donc ils sont persécutés. Vous avez des femmes violées, vous avez plus de 450 morts. Donc nous, ce que nous demandons d'abord, c'est que le nord de l'état d'Arakan soit ouvert aux humanitaires et aux journalistes, aux intervenants extérieurs, qui puissent justement mettre en lumière ce qui se passe là-bas, qu'il y ait une véritable enquête sur les crimes qui sont commis. Et ce qu'on souhaite principalement, c'est au-delà de ça, que les droits fondamentaux leur soient reconnus, qu'ils aient la citoyenneté birmane, qu'ils aient l'accès à l'éducation, qu'ils aient l'accès à la santé, bref, les droits fondamentaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, on va vous passer un peu la parole, et puis après, on rajoutera des petits témoignages, donc n'hésitez pas à poser vos questions.
Avez-vous des questions? Levez la main. Ok, au fond. Tu peux te lever? En fait, moi, je voulais vous demander ce qui se passait, un peu de précision sur la situation dans les pays frontaliers. On a vu que, par exemple, je me souviens qu'il y a quelques mois ou l'an dernier, le Bangladesh avait refoulé plusieurs bateaux de Rohingyas. La présidente s'était lavé les mains de toute responsabilité concernant les réfugiés. Est-ce que ça a changé au Bangladesh, par exemple? Parce qu'il y a une mobilisation dans la société civile. Bon, voilà. Déjà pour le Bangladesh. Pour vous répondre, je vais vous poster une vidéo du Premier ministre de Birmanie, de Bangladesh, pardon, actuel. C'est une vidéo qui est assez récente. Up to their government. So you should put pressure or you should talk to the Myanmar government, not to Bangladesh. It is not the Bangladesh people's responsibility, right? These are people in a desperate humanitarian situation, and surely there are basic principles, human principles, moral principles that compel you to help them. Bangladesh is already an overpopulated country. We cannot bear this burden. You should realize that. But now things are okay, things are improving, so no refugees coming. But in the last 2 months, we've seen the pictures ourselves, Bangladeshi guards physically turning people back, returning them to danger. Listen, Bangladeshi guards, they behave humanitarianly. They provided food for them, medicine for them, they provided money, and they just allow them to return to their own home. Not allow, they force them to return home. No, it is not true. They didn't force them, rather they pursue them that you should go back to your own country, and they went back. Prime Minister, you know full well that they are being persecuted in their own country. They tried to run away and they refused entry to your country. Well, why we should allow to enter our country? We just pursued them and we provided them everything what they needed. Why are you asking me this question? You should ask this question to the Myanmar government. It is not our responsibility, it is their responsibility. And have you ever expressed concern to the government of Myanmar about how the Rohingya are treated in Rakhine province? Of course we do. And what do they say? Well, they are creating congenial atmosphere, they are providing all the assistance, everything. Do you actually believe that? Yes, why not? Do you think the Rohingya are treated fairly in Rakhine province? I told you that it is their citizen, so it is up to them. Alors, je peux vous répondre parce qu'en fait je suis allé moi-même dans les camps en fait au Bangladesh. Ce qui se passe en fait, elle traduit un sentiment général dans le pays. Le Bangladesh, c'est un des 2 ou 3 pays les plus pauvres du monde, avec plus de 100 millions d'habitants sur un territoire qui fait l'équivalent de l'Île-de-France et qui est... pardon 157 millions. À 157 millions. Bientôt 50 millions de réfugiés climatiques avec la montée des eaux. Voilà ce que je voulais dire également, c'est qu'il y a un tiers du pays en plus qui est menacé par la montée des eaux. Ils sont, nous-mêmes quand on est allé faire de la distribution alimentaire là-bas, il y a globalement de la part de la population un bon a priori sur ces personnes qui sont réfugiées. Ils connaissent la situation, ils ont une certaine empathie, mais vous ne pouvez pas demander à un pays où les gens sont payés $50 par mois, leur dire ouais mais nous on vient aider chez vous et on vient aider des gens qui sont de l'étranger, qui viennent d'un pays qui en plus est plus riche que le vôtre, et c'est eux qu'on va aider, vous on ne peut pas vous aider. C'est compliqué, il y a une espèce d'ambivalence. Dans le sens où ils sont très conscients que ces gens-là sont dans la difficulté, qu'ils fuient des crimes, et il n'y a pas d'animosité envers eux, et c'est valable également généralement en Malaisie, pour ce que j'ai pu en voir, et en Indonésie pour ce qu'on m'en a dit, mais ils se considèrent comme suffisamment en difficulté économique pour ne pas être ceux à qui on demande d'aider des réfugiés, des gens de l'étranger. Je pense pas qu'il faille regarder avec un œil comme le nôtre ici
les questions quelque part qui ont été posées par le journaliste, c'est un peu indécent. Pourquoi vous demandez pas au gouvernement français pourquoi il a reçu Tencent sans lier les accords économiques ou la levée des sanctions économiques à un meilleur traitement des populations, plutôt que d'aller voir la présidente du Bangladesh et de lui dire oui mais vous traitez pas bien ces réfugiés. Ces réfugiés, je suis entré dans les camps de réfugiés. Ils vivent vraiment dans la difficulté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le Bangladesh fait ce qu'il peut, contrairement à beaucoup de pays beaucoup plus riches qui font rien du tout. Excusez-moi quand même. Je peux dire un mot, c'est que ce qui est indécent, c'est pas les questions, c'est les réponses. Les deux sont probablement indécents. Pour moi, en fait, si je peux compléter. Malgré